Hmm. Ouais, je pense qu'on est live. Je pense qu'on est live. 3, 2, 1. We are live. Salut tout le monde. Salut, salut. Je m'appelle Marcel Richard Junior. Bienvenue dans le nouvel épisode de Tu connais-tu, le podcast numéro 1 dans toute la francophonie. Mais non, mais non. Ça fait quand même 10 ans que je fais ça. Je mets de la lumière à ma façon sur les gens, sur les entrepreneurs. Si vous n'avez pas le temps de tout écouter, ben, on va être en rediffusion sur tuconnais-tu.com. Ici, c'est un moment où on prend le temps de connaître les gens pour vrai. Ici, on parle de parcours de vie, de chute, de prise de conscience et surtout de rebond. Parce que rebondir, c'est pas réservé seulement aux entrepreneurs qui ont fait faillite. C'est humain, c'est universel. Avant de commencer, on a un commanditaire. Le commanditaire, c'est la Fondation Rebondir Anonyme. La Fondation Rebondir Anonyme.org. Si j'ai du temps tantôt, je ferai une petite intro. Aujourd'hui, je reçois un homme qui incarne profondément le mot rebondir. Un homme qui a connu des combats intérieurs, des défis physiques, des moments de doute, mais qui a décidé de reprendre le contrôle de sa vie. Il a vécu une transformation majeure, autant au niveau du corps que de l'esprit, et aujourd'hui, il inspire les gens à faire la même chose. Si tu t'es déjà senti coincé dans ta vie, dans ton corps ou dans tes habitudes, cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir Jacques Aubin. Jacques, es-tu là? On veut te voir, on veut t'entendre. Hey! Salut, salut, comment ça va? Allez, mon ami, comment tu vas? Je suis content que tu sois là, vraiment, vraiment content. M- Merci, m- merci d'avoir Moi écouté aussi, ça. moi aussi, je suis vraiment content, merci. Hey, c'est le fun. Hey, d'entrée de jeu, là, je reçois juste les gens que je respecte, puis t'as mon respect, mon ami. Merci d'être là, là. Ben, merci beaucoup. Hey, la procédure, le fonctionnement, c'est j'ai une série de questions. Hier, j'en ai écrit plein. Puis là, ce matin, j'ai écouté plein de choses sur YouTube. Il y a plein de choses sur toi. Puis il y a d'autres questions qui m'ont popé. Fait que j'en ai comme 24, mais on n'aura pas le temps pour tout. On a 45 minutes, une heure. C'est-tu bon pour toi, 45 minutes? C'est parfait pour moi. Excellent. Hey, pendant que je parle, je vais mettre ça. Puis à la fin, à la fin, on a des questions en rafale. Fait que des questions, après ça, des questions en rafale. Super. On commence, Jacques. Jacques, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, qui es-tu en 60 secondes ou moins? Oh, écoute, papa, grand-papa, homme très heureux. Je suis amoureux avec une belle femme. J'ai une vie extraordinaire. En tout cas, j'ai choisi d'avoir une vie extraordinaire. Fait que c'est qui je suis. Après ça, le reste, c'est tout ce qu'on fait, mais en premier lieu, c'est ça. Je suis un humain accessible, puis qui a le désir de faire des belles choses, de grandes choses pendant que je suis encore ici. OK. Puis avant de parler de tes exploits, les gens, les choses que les gens ignorent le plus sur toi, ça serait quoi avant ta transformation? Oh mon Dieu, les choses que les gens ignorent le plus sur moi. Mhm. Ben justement, tu sais, je viens de parler d'accessibilité. Je pense que maintenant, les gens commencent à découvrir que je suis très accessible. Souvent, les gens pensent que parce que on est connu ou parce qu'on fait toutes sortes de choses, des conférences, des livres, ils pensent qu'on n'est pas disponible, puis c'est bien au contraire. Je suis quelqu'un qui est très, très disponible. Je me rends disponible. Quand les gens veulent me parler, je trouve le moyen de faire de la place dans mon agenda pour rencontrer les gens. Fait que ça, c'est une chose que les gens ne savent pas beaucoup de moi. Mhm. Comment ton entourage percevait-il avant ta transformation? Ah, écoute, comment ils me percevaient, je ne sais pas, je connais pas leurs opinions privées par rapport à ça. Je sais que les gens s'inquiétaient beaucoup de ma condition de santé, que les gens s'inquiétaient beaucoup de ma condition humaine. Puis là, je parle très, très certainement des gens qui m'aimaient et qui me connaissaient. Mais
sais, dans une situation semblable, peu de gens osent en parler. Fait que souvent, quand on croise des gens qui ont des différences, on a la difficulté à s'asseoir avec eux puis à en parler. Donc, je fais partie de ces gens qui avaient une différence. L'obésité, c'en est une différence, même si ce n'est pas des différences aussi éloquentes que certaines autres. Moi, j'avais les miennes, puis les gens ont beaucoup de difficulté à parler de ces sujets-là. As-tu déjà eu l'impression de ne pas être à ta place dans ta propre vie? J'ai passé ma vie à penser que je n'étais pas à ma place. J'ai passé une très grande partie de ma vie. Je te dirais, même après la perte de poids, j'avais encore le sentiment d'être pas suffisant, d'être pas assez, de pas être à ma place, de pas. J'ai tout le temps eu l'étrange sentiment que j'avais pas d'importance, que j'étais pas. J'ai toujours pensé que j'étais pas aimé aussi. Tu sais. Fait que c'est beaucoup ça. Puis quand tu prends du recul un jour, tu te rends compte que finalement, la vérité n'est pas là. La vérité est dans l'amour qu'on a pour soi. Puis j'en ai manqué beaucoup à mon égard. On va parler de ton expérience de surplus de poids. À quel moment tu as réalisé que c'était devenu un vrai enjeu dans ta vie? Je te dirais autour de l'âge de 40 ans, là, je te dirais 40 ans, c'est 2003. Euh, je savais à ce moment-là que j'avais un problème. Je savais, j'étais conscient qu'il y en avait un. Je ne savais pas comment le prendre, comment l'analyser, comment le comprendre. Hmm. J'avais pas fait le tour de ça. Parce que à cet âge-là, à 40 ans, tu es souvent pris dans un genre de tourbillon où tu t'occupes de ta famille, tes enfants, ta conjointe, de la maison, l'hypothèque, les voitures à payer. Puis, tu sais, le tourbillon qui fait que tu es dans un mode d'obligation de vivre plutôt Mhm. que dans un mode de vie. Mhm. Fait que c'est ça, c'est autour de 40 ans que j'ai découvert que j'avais vraiment un problème. Mhm. Ça avait commencé tôt, hein. Je te dirais que ça a commencé autour de la vingtaine, là. Après, un petit peu avant le mariage, j'avais pris du poids. Je l'ai reperdu pour le mariage à 21 ans. Mhm. Puis après ça, je suis parti en vrille là, à coup de 5-10 livres par année et plus. Là, tu sais. Mhm. Tu as dû te peser sur une balance d'un abattoir parce que la balance ordinaire ne pouvait pas te peser. Comment as-tu vécu ce moment-là? Bon, ça a été un moment particulièrement difficile. Tu sais, comme tu l'expliques bien, après avoir rencontré le médecin, des balances détecto, là, je pense que ça finit à 350 livres, quelque chose du genre. Puis mon médecin ne pouvait pas me peser. Fait qu'il m'a dit, trouve-toi un moyen de te faire peser parce que je dois ajuster ta médication pour la haute pression à l'époque. Ce que j'ai fait, c'est de trouver, dans ma tête, je pensais à une boucherie, parce que plus jeune, j'avais travaillé dans les supermarchés, puis une boucherie, ben, on avait ça, une balance comme ça. Mhm. Finalement, ben, de la boucherie, ça m'a mené à un abattoir à cochons dans l'ouest, dans le Montérégie ouest de Ouais. Montréal, Mhm. à l'ouest de Montréal. Euh, je peux te dire que ça a été un moment difficile. Ça a été à la blague intéressant parce que j'ai fait beaucoup de blagues avec la personne qui a accepté que je me pèse sur leur pèse palette. Mhm. Mais quand je suis ressorti de là, j'ai été minimalement au bon 30 minutes à tout remettre en question, à pleurer, à me demander si c'était une cause perdue, si j'étais pour mourir dans cet état-là à 46 ans. Parce Mhm. que c'est à 46 ans que cette démarche-là a commencé. Mhm. Puis en fait, la balance, j'avais 45 ans à ce moment-là. C'était en novembre 2009, j'avais encore 45 ans. Mais ça a été un moment très difficile. Est-ce qu'on peut sortir d'une situation comme ça? Est-ce que c'est transformable? Par quelle étape je dois passer? Est-ce que je vais être obligé de vivre des chirurgies? Qu'est-ce que, tu sais, as un paquet de questions qui viennent tout en même temps. Mhm. 415 livres, ça a été un choc sur la balance parce que je pensais pas que je pesais ça. Tu sais, moi, j'avais, à la blague, je disais tout le temps, oh, j'ai des gros os, tu sais. Ben, tu sais, j'ai les mêmes os aujourd'hui, puis je pèse 195 livres, là, tu sais. Fait Ouais. que on s'entend là, que c'était vraiment des blagues, mais dans mon fort intérieur, quand j'étais seul, j'avais beaucoup de tristesse par rapport à la situation. Mhm. Ouais. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas du tout quand on vit avec un poids important?
Il y a plein de choses que les gens ne comprennent pas. Dans un premier temps, il y a beaucoup de jugements. Tu es un gros, tu es désordonné pour eux autres, tu ne fais pas partie d'une société normale. Euh, Ils pensent que tu es un maudit sans cœur. Ça, c'est de même qu'on te traite, là. Ils pensent que tu es un maudit sans cœur. Pourtant, j'ai jamais été un sans cœur, là. J'ai toujours travaillé fort, j'ai tout le temps pris même des bouchées doubles et triples, là. Mhm. Euh, il y a beaucoup de préjugés par rapport à l'obésité. Il y a beaucoup de préjugés des gens quand, euh, quand tu ne fites pas dans le moule. Mhm. Parce que le moule, tu sais, c'est comique parce que là, je regarde la société actuellement, puis le moule, il est rendu gros. Tu sais, je vois, tu sais, puis je suis pas grossophobe, là, j'utilise le mot gros, moi, parce que j'ai déjà été obèse, puis je sais de quoi je parle, là. Mhm. Je regarde le moule aujourd'hui, il est rendu à 68% dans surcharge pondérale et obésité. À mon temps, à moi, il était plus minimal que ça. Euh, T'es jugé du regard, t'es jugé par beaucoup de gens. C'est difficile de vivre dans un corps comme ça. Puis Mhm. les gens te posent souvent la question, comment t'as fait de te ramasser de même? Puis pourquoi tu ne viens pas ça de bord? Tu sais, comme si c'était simple, comme dire bonjour. Tu sais, c'est pas si simple que ça. Mhm. C'est pas une grande simplicité. Mhm. On parle souvent du poids physique, mais quel était le poids émotionnel que tu portais à cette époque-là? Il était énorme le poids émotionnel. Puis en fait, la première obésité, elle est émotionnelle pour la plupart des obèses. Euh, Puis je vais m'avancer à aller au-delà de 95% des obèses ont un poids émotionnel. Ils ont une vulnérabilité qu'ils veulent cacher. Ils ont des blessures qu'ils veulent envelopper. Ils veulent, comment je te dirais ça? L'alimentation puis l'alcool pour ces gens-là là, devient un genre de pepto-bismol des blessures intérieures. Ça adoucit, ça apaisit, c'est ça, ça engourdit le mal que tu vis en dedans de toi. Fait que oui, les émotions sont plus pesantes que le corps humain. Mhm. Difficile hein, d'entendre ces mots-là pour bien les gens qui nous écoutent probablement, mais c'est une réalité qui est claire. Pour plusieurs, une faillite de santé ressemble à une faillite financière. Comment as-tu géré ce sentiment d'échec initial pour en faire un moteur? Tu sais, c'est comique parce que je pense à mon ami Roger Ledoux qui en disait tout le temps quelques bonnes. Tu sais, Roger il disait, d'ailleurs, je parle de lui dans mon livre, il disait la maladie mortelle, la vie est une maladie mortelle transmise sexuellement. Mais il disait aussi, il disait, tant qu'à faire faillite, là, j'aime mieux être comme pensé comme un gars qui est dans un char à 300 000 à l'heure puis rentrer dans le mur que de rentrer juste à 100 000 à l'heure. À 300 000 à l'heure, il y a des chances que je passe à travers. C'est ça qu'il disait. Puis, sais-tu quoi? Moi, je me disais, la seule façon de me sortir de ça, c'est d'y aller all the way. De jamais arrêter de foncer le plus fort que je peux pour réussir à m'en sortir. Hmm. Euh, Est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile du tout, mais j'avais un désir qui était énorme de vivre. Puis j'avais plein de belles aventures à découvrir, puis des belles choses à vivre encore une fois. Puis il a fallu que je les mette dans ma tête comme image pour persister puis continuer. Hmm. Est-ce que tu peux nous amener dans un moment précis où ce que tu as ressenti de la honte, de la frustration? Ben écoute, les premiers moments de honte et de frustration, c'est quand tu te lèves à 4h30 du matin par un mois de février, puis que tu pèses 400-ish livres, là, parce que là, tu en as perdu un peu. Mais tu te ramasses au gym à 4h30 du matin pour pas te faire voir par personne, Hmm. pour aller faire 5 minutes de vélo stationnaire, les pieds devant, parce que un vélo stationnaire normal, je pouvais pas m'asseoir dessus, j'étais trop gros. Fait que c'est comme une chaise avec des pédales devant. Ça a commencé comme ça. Puis que à 5h15 du matin, tu as 5 gars qui rentraient au gym, puis qui te jugeaient, puis qui embarquaient sur des tapis des cinq, puis ils gageaient que le gros était pour abandonner avant longtemps. Puis Hmm. le gros, c'était moi. Hmm. Puis je les ai vus gager, là. Puis ça a été des moments difficiles.
Wow. Ça a été des moments difficiles parce que, difficiles, mais en même temps, difficile d'un côté et un moteur de l'autre. Parce que difficile dans le sens où il fallait que, il fallait que je résiste au désir d'abandonner. Mhm. Puis un moteur parce que ces gens-là, je m'étais dit, je vais lui prouver le contraire. Puis pour moi, en premier, mais en même temps, ils vont voir que je ne suis pas quelqu'un qui abandonne facilement. Est-ce que tu as déjà abandonné? Ah, des multiples fois. Mhm. Des multiples fois. J'ai abandonné plusieurs fois, que ce soit au gym ou dans plein d'autres situations, j'ai abandonné. Mhm. On abandonne souvent des situations pour lesquelles on est presque gagnant, mais on ne le voit pas. Puis on est tellement fatigué de pousser, puis de pousser, puis de pousser pour la réussite de ce projet-là ou d'une relation, ou peu importe, qu'à un moment donné, on dit, OK, c'est assez, on abandonne. Puis pourtant, on était juste sur le bord de réussir. Ça est Mhm. arrivé plusieurs fois dans ma vie. Puis en particulier pour ce qui est de ma santé, puis la remise en forme. Ça, c'est arrivé de multiples fois. Mhm. C'est quoi la fausse croyance la plus dangereuse que tu avais à cette époque-là? Oh mon Dieu, j'en avais plusieurs. C'est dur. Laquelle était la pire? Mhm. Dans les fausses croyances, écoute, j'ai toujours cru qu'on pouvait devenir qui on voulait dans la vie. Je ne l'ai jamais appliqué à moi. Je l'ai toujours appliqué aux autres. J'ai enseigné ça à mes enfants. Même dans mon obésité, j'ai enseigné à mes enfants qu'ils pouvaient devenir ce qu'ils souhaitaient dans la vie, puis de jamais laisser personne les empêcher de Mhm. faire leur chemin, puis de devenir qui ils voulaient, par leurs propos, par leur méchanceté. J'ai toujours enseigné ça à mes enfants, mais j'étais la personne la pire pour l'appliquer à moi-même. Mais tu sais ce que ça fait hein, quand tu prononces des mots vers les autres, là, tes oreilles finissent par les entendre sur le rebond du mur, ça revient à un moment donné. À force Mhm. de fournir des mots, des phrases à d'autres, un jour, ça revient vers nous. Fait que faites attention à ce que vous dites. Mhm. Ça a été quoi le point de bascule qui t'a amené à reprendre le contrôle de ta vie? Il y en a eu plusieurs, mais le principal, celui qui m'a comme déclenché vraiment, Sais-tu où ce que j'aimerais que tu m'amènes, puis tu nous amènes, c'est la promesse que tu as faite à Alexandra. C'est-tu là ouais, que tu mais t'en allais? je vais aller là après avoir répondu à ta question dans le sens où Vas-y. euh, le moment où ça a déclenché, là, c'est le 1er janvier 2009. On a pris une photo de moi à mon insu, Hmm. puis quand j'ai vu la photo, je me trouvais gros, puis je voyais que j'étais pensif, puis j'ai essayé de me souvenir à quoi je pensais à ce moment-là. Puis à ce moment-là, ce qui m'a passé dans la tête, c'est que Marc-André quittait la maison. Il avait 16 ans, 17 ans, il s'en allait au cégep. À 50 km de chez nous, vous allez dire que c'est pas loin. Mais Hmm. pour moi, c'était une séparation. Mes enfants, pour moi, étaient hyper importants. Et Alexandra avait été acceptée pour monter l'Everest à l'âge de 16 ans, donc elle en avait 13 à peu près à ce moment-là. Puis je me disais, je ne verrais pas mes enfants réaliser leurs rêves. Hmm. Puis à un moment donné, à travers tout ça, ben, on s'est ramassé au Stade olympique quelques mois plus tard, en septembre de cette année-là, où Alexandra courait son 5 km du marathon de Montréal. Hmm. Puis j'étais appuyé sur la clôture à l'intérieur du stade parce que la fin du marathon de Montréal se faisait dans le Stade olympique. Puis je voyais du monde heureux partout, puis moi, je ne l'étais pas. Je me Hmm. demandais d'ailleurs ce que je faisais là. Et j'avais d'ailleurs aussi beaucoup de regards braqués sur moi parce que naturellement, j'étais différent dans cette foule de gens actifs. Puis finalement, ben, c'est mes perceptions à moi, hein, c'est pas les perceptions des autres. Puis finalement, ben, quand Alexandra a passé le fil d'arrivée, je suis allé la voir. Puis j'ai demandé à Alexandra comment ça avait été sa course. Mais j'y ai fait une promesse. J'ai dit l'année prochaine, Hmm. je fais ça avec toi. Hmm. Puis ça a été difficile, cet espace-là, dans le moment, parce que on dirait que ma bouche est allée plus vite que mes pensées. Hmm. C'est comme si c'est mon âme qui parlait. Tu sais. C'est moi qui. C'était pas contrôlé ce que j'ai dit. J'ai dit, hey, l'an prochain, je fais ça avec toi. Naturellement, sa mère puis elle m'ont regardé avec un regard particulier en voulant dire, eh mon Dieu, ça n'arrivera pas, ça, tu sais. Parce que pour eux autres, un, c'était pas la première fois que je faisais des promesses, puis deux, Hmm. je les avais jamais tenues. Puis Hmm. trois, ben, 415 livres. Hmm. Puis courir un 5 km l'année d'après.
Oui. C'est pas gagné, là. Mais tu l'as fait, hein? Mhm. Good Oui, job, je l'ai bravo. fait. Je Bravo. l'ai fait, puis tu sais, j'ai une boîte, en fait, j'ai deux boîtes pactées de médailles d'événements de course à pied, des Ironman, des Ultra Trail, des toutes sortes Mm. d'affaires. Puis ma médaille la plus importante pour moi, c'est cette médaille-là. C'est une Mm. médaille qui a le mot promesse, engagement d'être détampé dessus pour moi. Dans mon cœur, celle-là, même si c'est 5 kilomètres, que c'est pas 100 kilomètres, ben c'est une médaille qui a de la valeur, qui a la plus grande valeur. C'est celle-là qui, Mm. à toutes les fois où je fouille dans ma boîte, puis Mm. que je regarde, ça arrive pas souvent, mais quand je regarde, celle-là, pour moi, c'est celle qui fait briller toutes les autres. Bravo, Jacques. Bravo. Merci. Good job. Merci. Quel rôle l'entourage a-t-il joué dans ton parcours? Est-ce qu'on peut rebondir seul? On rebondit jamais seul dans la vie, même si on m'a déjà dit que j'étais un. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Là? Ils ont un titre en anglais pour ça, là, un self-made man, là, que je me suis Mhm. fait moi-même. Ouais. On n'est jamais seul, en fait. Tu sais, oui, j'ai fait beaucoup de choses parce que je suis autodidacte, mais il y a tout le temps eu des présences. Puis mes enfants étaient une présence. Mon ex-conjointe, la mère de mes enfants, était une présence. Il y a eu plein de gens qui sont venus déposer des petits messages sur mon parcours qui m'ont propulsé vers l'avant. On ne se fait pas tout seul. Puis il y a eu plein de gens qui ont contribué à cette transformation-là. Puis d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de choses par moi-même, très autodidacte au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau nutrition, mise en forme. J'ai été très, très autodidacte dans plein de choses. Je peux juste vous dire une chose. Les fois où j'ai eu de l'aide, exemple, d'un nutritionniste ou d'un entraîneur, ont été des moments clés. Puis c'est pour ça que je dis aux gens aujourd'hui, consultez des gens, faites-vous aider. Mm. Ouais, mais ça coûte cher. Non, ça coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est quoi? C'est d'avancer encore trop lentement, puis Mm. probablement abandonner parce que tu n'as pas de résultat. Puis, tu sais, je parle général, là. Autant Mm. pour de la business que des comportements humains, que des transformations que tu veux faire. Peu importe la transformation, fais-toi accompagner. Tu as besoin d'aide, demande de l'aide. Mm. Quels ont été les trois premiers gestes concrets que tu as posés pour changer ta vie? Introspection. Premièrement, j'ai décidé le 31 octobre 2009 que je transformerais ma vie. Donc, le jour de l'Halloween, j'ai décidé que je changeais de costume. Cette journée-là, j'ai été un peu réduit au silence parce qu'on avait un souper à la maison, puis c'était pas le temps de parler de ça. Le 1er novembre, le jour suivant, je me suis assis à mon bureau avec une tablette. J'ai pris une tablette tout simplement avec du papier. Puis j'ai commencé à prendre des notes dans mon bureau, puis j'ai fait, OK, qu'est-ce qu'il faut pour réussir un projet semblable? Qu'est-ce que je dois changer? Puis clairement, les mots font monter facilement. Alimentation, mouvement, alcool. Parfait. Quoi d'autre dois-tu changer? Ben, ce qui propulse ces trois premiers changements-là, nos pensées. Puis on en a 65 000 par jour. Puis moi, j'en avais 30, 40 000 probablement, 50 000 qui étaient juste focus sur l'échec que j'étais pour Mm. moi-même. Mhm. La manière dont je me parlais. Ah, t'es gros, t'es laid. Ah, c'est d'épais. Tu sais, on se parle comme ça quand on n'est pas bien. Là, hein? Ah, Mhm. t'es bien niaiseux. Tu sais, des choses comme ça, là. Ben, j'ai décidé de commencer à changer mes propos à mon égard. Mm. Puis j'ai commencé à changer aussi mes pensées par rapport à moi. Puis ces trois choses-là qui étaient clairement les choses qu'il fallait que je change pour avoir des résultats. Alimentation, alcool et mouvement. Me mettre en action. Mm. Puis mes pensées, ben, ça a été le moteur pour faire bouger les trois autres choses. Mm. Ça a été vraiment les choses qui m'ont propulsé, c'est mes pensées. Quand je me suis dit que je pouvais modifier ma façon de penser, je pourrais modifier ma façon de vivre. Parce que dans Mhm. la vie, là, on est la somme de nos pensées, nos dires, puis nos actions. Mhm. Puis si on met ça en œuvre ensemble, on peut avoir des résultats extraordinaires. Mm. Puis je l'ai fait, puis je l'applique à cette heure dans tout ce que je fais dans ma vie. Mm. Tu as comme répondu à ma question, c'est
Qu'est-ce qui a été le plus difficile à transformer, ton corps ou ton identité? Hmm. C'est comique que tu parles du mot identité parce que, tu sais, le corps, c'est quand même difficile à transformer. Je pense que c'est mon identité émotionnelle que j'ai changé. Mon identité, Jacques Aubin, le petit gars, le petit Jacques, il a tout le temps existé, il a tout le temps été là. Le gars généreux, le gars accessible, il a toujours été là. Euh, c'est mon identité émotionnelle que j'ai changé. Hmm. J'ai changé ma perception de mes émotions. J'ai changé la perception que j'avais du manque d'amour que j'avais à mon égard. Hmm. Quand j'ai commencé à m'apprécier, j'ai commencé à me valoriser, j'ai commencé à me donner de l'estime, Hmm. ben, tout ça a comme reconstruit à l'intérieur. Puis quand tu commences à avoir un peu de fierté, ben, tu commences à changer tes dogmes limitants, toutes ces phrases qui te limitent dans ta tête, que tu t'es imposé toi-même ou que d'autres t'ont imposé. Hmm. Puis à un moment donné, tu reprends ta valeur, ta vraie place. Hmm. C'est ça qui est le plus difficile à transformer. Mais je pense que c'est un beau voyage à faire parce que ça crée une aventure intérieure qui fait qu'on se trouve beau un jour. Hmm. Bravo, j'aime ça, Jacques, l'analyse que tu fais sur toi-même, c'est le fun. Bravo. Merci. Est-ce que tu dirais que tu es devenu une nouvelle personne ou la vraie version de toi? Je suis devenu le petit Jaco, mais dans un corps de 62 ans aujourd'hui. Parce Ouais. qu'il a tout le temps, il a tout le temps été là. Tu sais, la version que je suis dans le moment, oui, elle s'améliore, elle se bonifie, elle devient dans plus de couleurs. Ouais. Mais euh, Il y a une fraternité qui s'appelle EADA, Enfants devenus adultes, dépendants OK, affectifs. EADA, oui, c'est ça. OK. T'es Ben, là-dedans, c'est hein, ça. le petit Jaco, là, oui, oui. Ben, le petit Jaco, tu sais, aujourd'hui, le petit Jaco, il rentre dans le bois courir, puis il y a du fun, là. C'est lui qui court dans le bois, c'est pas le personnage que vous voyez devant vous autres, là. Mhm. C'est ce gamin-là qui m'habite encore, puis Mhm. que, tu sais, là, honnêtement, là, puis je sais pas si c'est pas comme ça pour tout le monde à partir d'un certain âge, là. Première des choses, moi, vais toujours me souvenir de Wayne Dyer quand il disait ne laisse pas le vieillard s'installer en toi. J'ai pas envie, moi, de devenir un vieillard. Parce que c'est pas honteux d'être vieux. Le problème, c'est d'être mal vieux. Tu sais, il y a des gens qui deviennent vieux parce qu'ils sont pas bien en eux. Moi, je veux pas devenir vieux, ni physiquement, ni mentalement, ni émotionnellement. Puis, ce que vous voyez à l'écran, c'est un homme de 62 ans. Puis moi, quand j'habite dans mes culottes, là, je pense que j'ai toujours 25 ans. Parce Ouais. que j'ai une fougue, j'ai une énergie, j'ai de la joie. Hey, la joie. Ça, la joie, là, ça nourrit, là, c'est incroyable. Ouais. C'est de la nourriture incroyable, la joie. Ouais. Fait que j'ai tout ça, puis, puis j'ai un petit gars de 7 ans dans moi qui m'anime continuellement, qui a le goût d'être en mode actif, qui a le goût d'être en mode heureux. Fait Ouais. que, puis qui a le goût de partir à l'aventure encore, hein, parce qu'il y a ça aussi. Si on recule quand on était petit, là, on Ouais. rentrait dans la forêt, on se bâtissait des petites Ouais. cabanes. On avait ce désir de rêver, de partir à l'aventure. Mais moi, Mhm. je vis encore comme ça aujourd'hui. Ouais. J'aime ça que tu parles d'énergie, là. Moi, je suis vraiment avec toi, là. Moi, Ouais. je viens de terminer 365 jours d'entraînement. Moi, tous les jours, je me suis entraîné 1 heure, 2 heures par jour. J'ai perdu 40 livres. Moi, j'étais à 220, là, j'étais à 180, j'étais à mon poids santé. Puis, Bravo. je suis vraiment avec toi là, dans l'énergie. Puis, quand on se lève le matin, on est dans l'action. Puis, l'important, c'est d'avoir de l'énergie, hein? D'avoir de l'énergie, c'est ça qui est le plus important, là, Ben, en fait, c'est parce que ça devient le moteur de notre journée après. Puis hein? là, Ouais, ben, tout à fait. puis dans ce moteur-là de la journée, Mm. ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si tu commences ta journée dans l'action, tu fais quelque chose pour activer ton corps, ton sang circule plus, Mm. toutes tes enzymes fonctionnent plus, Mm. ton énergie mentale est puissante. Ouais. Tu sais, il y a plus de joie, il y a plus d'estime, puis Mm. on est bien plus productif après. Mm. Moi, je me suis surpris à faire des fois 6 heures de travail qui en valait 8, 9, 10 pour bien d'autres. Ouais. Parce on est plus présent dans ce qu'on fait. On est focus, hein? Hein? Exact, Focus. Ouais. exact. On est vraiment focus.
Quel est le plus grand mensonge qu'on se raconte quand on est au plus bas, physiquement ou mentalement? On s'en rend compte des menteries. Tu sais, le plus grand mensonge, c'est pas grave. Il y en a plein d'autres des comme moi. Ça, ils ont vécu eux autres aussi. Fait que je vais rester de même. Je sais pas comment faire, ça va être moins de trouble. Il y en a beaucoup des mensonges qu'on se compte quand on est dans cet état-là. Tu sais. Hmm. C'est correct. Je m'aime de même. Ouais. Ouais, c'est correct. C'est santé d'être gros. Autrefois, dans l'ancien temps, si vous regardez les photos, ceux qui étaient gros, on disait qu'ils étaient riches. C'est ça. On s'en compte des menteries quand on est gros. Ouais, ça, j'ai entendu ça là aussi. Ouais. Dans tes conférences, Jacques, tu parles de dignité. Comment le regard des autres ou ton regard à toi dans le miroir affecte-t-il ta vision de ton potentiel? On m'a dit que, honnêtement, c'est à travers l'amour. Je vais revenir au mot amour. C'est à travers l'amour de soi que je développe mon potentiel. Je me rends compte que toute ma vie, j'ai manqué d'amour à mon égard parce que j'ai eu une période de ma vie où il y a des gens qui ont manqué d'amour à mon égard. Puis je me suis évalué selon cet amour-là. OK? Quand j'ai repris le pouvoir sur l'amour que j'ai pour moi, sur l'estime de ma personne, sur ma dignité, Mhm. j'ai découvert que j'avais une puissance qui était tellement énorme que, tu sais, les gens, ils ne savent pas, là, mais moi, j'étais un petit gars qui regardait à terre, intimidé. Je regardais par terre parce que je ne voulais pas déranger, je voulais pas provoquer en regardant dans les yeux des autres. Les gens ne savent pas ces choses-là. Puis aujourd'hui, je parle devant des salles pleines où qu'il y ait 10, qu'il y ait 100, qu'il y ait 500 personnes, ça ne fait pas une différence dans ma vie. J'ai confiance en qui je suis devenu à travers l'amour que je me suis accordé. On passe pas de 415 livres à un athlète de conférence en un jour. Quelle a été ta toute première victoire? Tu sais, ce moment où en dedans de toi, tu as l'impression que c'est sûr que ça va arriver. Tu sais, ce moment qui est en dedans de toi que ton cadran sonne à 4h15 le matin, il fait -25, il y a eu du verglas la veille, il faut aller déglacer ta voiture, c'est ton premier matin au gym. Ce matin-là, là, Hmm. que tu te sors dehors pareil, que tu déglaces ta voiture, que tu t'en vas au gym pour faire 5 minutes de vélo, il y a un élan dans ça. Puis cet Hmm. élan-là, je l'ai conservé parce qu'il a été marquant pour moi. Ce moment où je me suis assis devant ma tablette pour écrire qu'est-ce qu'il fallait que je change pour réussir, pour gagner. Hmm. Puis tous ces moments où, pendant que je m'entraînais, j'avais beaucoup de réflexions sur ouais, mais Jacques, tu as juste un secondaire 4. Tu vas faire quoi avec le restant de ta vie? Ben, je retourne à l'école. Comment on fait ça, retourne à l'école? Ben là, tu reprends ta tablette, tu te fais un plan, tu retournes à l'école. En maintenant une entreprise, en maintenant une famille, en faisant tout le reste, je suis rentré de la scolarité là-dedans. C'était tout, j'ai créé mes victoires. Puis, selon moi, c'est tous ces petits moments où tu t'arrêtes puis que tu prends une décision. C'est le mot décision à chaque fois Hmm. auquel j'ai accordé de la puissance. Au lieu de résolution ou peut-être, ah, mais, non, décision. J'aimerais ça, ça, j'aimerais ça, ça. C'est quoi tes rêves? Un, deux, trois, quatre. Énumère-les. C'est quoi les actions qu'il faut que tu fasses à chaque jour pour que ces rêves-là arrivent? Hmm. Puis là, ben, c'est ça que j'ai fait. J'ai juste mis en action un plan que je me donnais pour chacune des choses que je voulais devenir. Hmm. C'est comme ça que j'ai réussi à faire tout ce que j'ai fait. Puis même devenir conférencier, ça faisait partie de mes plans. Hmm. Il y a une partie qui est abstraite dans ça. C'est-à-dire que on,
il y a dans l'univers une conspiration que je ne peux pas expliquer, mais je rêvais de devenir conférencier parce que mon idée, c'était, quand j'ai eu perdu le poids, j'aimerais ça pouvoir transférer mes connaissances aux autres. J'aimerais ça pouvoir partager ces connaissances-là avec d'autres pour aider d'autres personnes à se transformer. Mm. Puis un jour, pour des besoins essentiels, je vais m'entraîner au Centre épique à Montréal. Puis l'équipe de Martin Junot et lui-même me demandent si je voudrais donner des conférences au centre, à l'Institut de cardiologie. Et c'est comme ça que ma carrière de conférencier a commencé. Mhm. 6 conférences à l'Institut de cardiologie m'ont propulsé au-delà de 1000 conférences. Mhm. Fait que c'est un cumulatif de décisions qu'on prend, puis de rêves qu'on s'impose, qu'on se dit, hey, c'est quoi, moi je veux faire ça. Mm. Parfait. Quelles sont les actions que tu vas faire pour arriver à cette conclusion-là de réussir tel et tel projet? Mm. Quelle place la discipline occupe-t-elle par rapport à la motivation? La motivation part, mais la discipline reste. Es-tu d'accord avec ça, toi? La motivation n'arrive jamais. La motivation arrive après certaines étapes de la vie. La discipline, la rigueur viennent après la décision. La décision, tu prends une décision, tu fais une mise en action. Pour la mise en action, ça prend de la discipline. La discipline arrive là. Après la discipline, dans la poursuite et en continuant l'action, résultat arrive. Résultat, ça peut être pas une perte du poids, là. Je me sens mieux, je me sens plus fort, je me sens joyeux, j'ai plus d'énergie. Résultat, motivation arrive après. La motivation n'arrive jamais en premier. La motivation, c'est le quatrième, cinquième élément. Ça vient toujours après les résultats. Puis les résultats vont faire que le moteur de la motivation va te faire reprendre l'aile, c'est-à-dire celle de maintenir ta décision, de rester dans l'action, de maintenir la discipline pour obtenir plus de résultats. C'est comme ça qu'elle marche la roue, pas autrement. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Très bien, j'aime ça. J'aime la façon dont tu analyses les choses. Ben merci. Mm. Aujourd'hui, comment aides-tu les gens qui vivent des défis similaires? Je fais de mon mieux avec les conférences, avec la formation, avec les coachings privés ou en groupe. Je fais de plus en plus de formations en ligne aussi sur mon site web. J'ai commencé à mettre des formations qui s'appellent Déclic, pour aider les gens justement à passer cette étape-là de faut que je prenne une décision. Parce que pour se rendre à la décision, là, il- il- le souci, là, c'est d'arriver à la décision. Fait qu'entre le moment où tu es stagnant à rien, à ne pas avancer vers ton objectif, si objectif il y a, c'est de trouver un objectif. Après ça, mettre en valeur cet objectif-là. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va créer pour moi? Puis après ça, arriver à la décision. Mm. Alors moi, ce que je fais, c'est ça. La zone déclic, c'est la zone où j'essaie d'aider les gens entre ce moment-là et le moment où ils prennent une décision. Puis après ça, ben, je peux les accompagner dans le reste. Mais c'est vraiment c'est cette portion-là qui est importante pour moi. C'est de les aider à s'éveiller, à dire, hey, c'est quoi? Je mérite une meilleure vie. Je mérite Mm. le succès. Je Mm. mérite que mon entreprise s'élève. Mm. Parce que c'est pas juste une affaire de poids, là. Je Mm. coach du monde qui sont des leaders d'entreprise, des grands leaders d'entreprise, parce que le comportement à leurs égards, souvent, sont les comportements qu'ils ont pour leurs entreprises, pour leurs employés, pour leurs partenaires. Mm. C'est Fait que moi, je travaille sur le comportement à eux, ces leaders-là. Mm. Puis je les fais mettre ça en application dans leurs entreprises, dans leurs entourages, pour que tout se transforme en même temps. Pour qu'ils deviennent cette image qu'ils veulent être Mm. d'une corporation qui va leur ressembler. Puis là, dans le moment, ils ont une corporation qui leur ressemble, Mm. c'est-à-dire justement avant la zone de décision. Ils sont toujours, ah, ça marche, mais tu sais, je ne suis pas Mm. satisfait. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, je les amène à être dans un leadership inspirant. Ouais. D'avoir un pourquoi fort, hein? Ça prend un pourquoi. Exact. Pourquoi fort? Exactement. Mm. Oui. Donc, si quelqu'un nous écoute en ce moment et qu'il se sent pris, découragé ou coincé dans son corps, qu'est-ce que tu lui dirais?
Ben, s'il est coincé, découragé dans son corps, la première des choses, je veux qu'il sache que c'est possible de tout transformer ça. C'est la première chose, c'est qu'il sache qu'il y a une possibilité infinie de transformer ça. Puis qu'il n'y a jamais de date de péremption, OK? Parce que la date de péremption, c'est le jour où on va mourir. Il n'y a pas de date de péremption, il n'y a pas d'âge à transformer. Je ne sais pas de quel âge, Marcel, mais tu viens d'en faire la preuve, toi aussi. 40 livres en moins cette année. Fantastique, bravo. Puis ça a été bâti pourquoi? Tu es resté dans ton plan. Trois, T'es resté, 3 ans plus que toi. c'est ça. Tu es à 65? Ouais. Bon, fait que tu vois que c'est possible, hein? Mhm. Alors, un, ça, c'est une des choses que je lui ai dit. Deux, est-ce que tu as de l'amour pour toi? Est-ce que tu as du respect pour qui tu es? Si tu es pris dans un corps que tu n'aimes pas, dans l'insatisfaction humaine, dans plein d'autres, peu importe la situation, hein? Tu sais, on parle d'obésité, on parle de transformation corporelle, mais ça se fait aussi. Moi, je connais du monde qui pèse 160 livres, qui mesure 6 pieds 2, puis qui sont insatisfaits, Mhm. puis qui sont stagnants, puis qui sont pas contents, puis ils sont, tu sais, ils ont une vie qui ne leur plaît pas. Ben, le même principe s'applique pour ces gens-là. C'est quoi ton rêve? Mhm. Il vaut-tu la peine ton rêve? Mhm. Il va-tu servir les autres ton rêve? Il va-tu te servir ton rêve? Tu vas-tu grandir à travers ton rêve? Alors, si ton rêve est fort, puis que tu y tiens vraiment, ouais, mais je ne suis pas sûr que c'est possible. Oui, c'est possible. Est-ce que tu y tiens vraiment? Parce que faut que tu enlèves cette phrase-là. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mhm. Parce que tout est possible. Si demain matin, je voulais devenir premier ministre du Canada, là, il ne sera pas trop dur à tasser ceux qui se sont présentés dans les 20 dernières années. Clairement. Fait que, tu sais, je veux dire, je crois sincèrement qu'on peut devenir qui on veut dans la vie. Mhm. Tu veux devenir acteur, tu veux devenir chanteur. Chanteur, c'est un peu compliqué. Tu peux être un chanteur, ça ne veut pas dire que tu vas être bon. Parce qu'il y a une partie de ça qui est un don aussi. Mais il y a plein de choses dans la vie qui sont accessibles. Mhm. Il faut juste que tu saches que c'est possible d'aller les atteindre. Ouais. Ouais, tout à fait. Hey, on arrive à la fin de mes questions, avant mes questions en rafale, mais voici ma petite réflexion à Saint-Saëns. Avant de se quitter, si tu écoutes cet épisode et que tu es à bout, si tu doutes de toi, si tu te demandes si tu vas t'en sortir, rappelle-toi ceci, tu n'es pas brisé, tu es en transformation. Et même dans l'obscurité, il y a toujours une sortie. Ici, on ne juge pas, on ne sauve pas personne. On se rappelle simplement une chose essentielle, peu importe ce que tu as perdu, tu peux toujours rebondir. Merci d'avoir été là, écouter notre balado. Hey, juste avant les questions à faire, je vais plugger la Fondation Rebondir Anonyme. Je ne sais pas, Jacques, si tu Oui, sais un peu mon histoire. La Fondation, ce que ça fait, c'est que ça vient en aide aux entrepreneurs qui ont fait faillite. Il y a 100 oui, faillites par jour au Québec. C'est traumatisme. Moi, ma petite histoire rapidement, pourquoi je fais ça? Moi, à 33 ans, j'ai connu l'abondance avec mon frère Guy. Vraiment des jeunes millionnaires. On avait tous les jouets possibles, imaginables, puis on a fait faillite à 33 ans, puis mon frère Guy s'est suicidé. Fait que je me suis promis que quand j'allais prendre ma retraite, que j'allais consacrer ma vie à aider, accompagner les gens. Alors, la fondation, c'est du bénévolat. Chaque entrepreneur va être accompagné d'un coach, d'un parrain, puis d'un expert. Il n'y a pas d'aide au Québec. Alors, c'est un mouvement, 11 satellites, 11 villes au Québec. Je suis en pleine. On est au début. Alors, si vous avez le cœur d'être un peu bénévole, une couple d'heures par mois, puis accompagner quelqu'un d'une façon bénévole, ben, la Fondation Rebondir Anonyme.org existe. Les questions j'aime rapides, ça. Jacques, t'attends-tu des questions rapides, des réponses rapides? Je peux-tu plugger quelque chose avant? Ah oui, vas-y donc. Ben, à la fin, Tiens. tu vas pouvoir À la plugger. fin? Oui, OK, oui. parfait. Promis, un petit espace pour toi pour plugger les choses. Question à rafale. C'est Oui. quand ton anniversaire? Pas l'année, mais juste le jour, le mois, ton anniversaire? 27 septembre. Le 27 septembre, ceux qui croient à l'horoscope, c'est quoi ça? Une balance. Une balance. Oui. 20 le dernier livre que tu as lu, Jacques, tu lis tes livres? Ben oui, je lis des livres. Le dernier que j'ai lu, c'est celui que j'ai écrit. Pour une fois, va jusqu'au bout. Oui, pour une fois.
Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. OK. Ta chanson préférée que tu aimes fredonner, de qui? C'est sûrement une tune de Bon Jovi, puis c'est probablement Thank You. Thank you. Thank you for loving me. C'est ça que ça dit, la chanson. OK. Un conférencier, un auteur que tu admires? Oh, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Dans les auteurs, pour en avoir rencontré beaucoup ce week-end, j'ai beaucoup aimé Nicole Daigle de l'Acadie, que personne probablement connaît qui va nous écouter, mais si vous avez une chance, c'est une romancière acadienne qui écrit des belles choses sur des histoires composées, mais avec des éléments vrais du territoire de l'Acadie. OK. Euh, j'ai beaucoup aimé ma rencontre avec elle ce week-end. J'ai rencontré aussi Danny Laferrière en fin de semaine. Quel homme accessible. Tu sais, le gars, il a un agent littéraire exprès parce que justement, il est tellement accessible qu'il faut qu'elle le ressente. Mais c'est un homme qui est super accessible. Contrairement, tu sais, on le voit à la télévision, puis on le voit, tout le monde en parle un peu partout. Cet humain-là, en face à face, c'est un homme extraordinaire, c'est incroyable. Fait que oui, il m'inspire. Puis dans les conférenciers, il y en a plusieurs, tu sais, je veux dire, des conférenciers qui m'inspirent. Pierre Lavoie, c'était quelqu'un qui m'inspire beaucoup. J'aime OK. beaucoup Pierre. J'aime beaucoup Dave Morissette, qui est un bon ami à moi. Mhm. Puis si, mettons, j'enlève le fait que ce sont mes amis, là, Mhm. ben, Tony Robbins, c'est mon numéro un. OK. C'est ça. C'est un communicateur extraordinaire. C'est un homme que j'ai beaucoup d'admiration pour. Ouais. Ouais, super. Peut-être un jour, on va partager un panel ensemble. Moi aussi, je recommence ma carrière de conférencier. J'ai fait ça un petit bout dans ma vie, puis j'ai le goût de refaire ça, là. Ouais. Peut-être on va être sur un stage ensemble un jour. Pourquoi Jacques, pas? Jacques, une chaîne YouTube préférée? Écoutes-tu des balados, quelque chose? J'aime beaucoup les podcasts. Les balados que j'aime beaucoup, c'est Rich Roll, qui est un athlète vegan, qui est aux OK. États-Unis, mais il a une très belle philosophie. J'aime beaucoup cet humain-là. Euh, dans les balados, à part ça, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute plusieurs balados. Ici au Québec, on a un médecin à Québec qui s'appelle Jean-Pierre Gagné qui fait, comment ça s'appelle, là? Au-delà des mots. MAUX, qui est c'est ça. Lui, il travaille beaucoup au niveau médical, mais il fait des beaux podcasts justement avec des gens qui font des chirurgies bariatriques, ce genre de trucs-là. J'ai OK. beaucoup d'intérêt pour ces produits de podcast-là. Euh, financièrement parlant, avec Pat Raymond à Québec. Très bon podcast pour les. Tu sais, dans la vie, là, il y a plusieurs affaires qu'on n'enseigne plus à l'école, puis que je Mhm. pense qu'on devrait enseigner. Tout d'abord, le respect, l'activité physique, savoir s'alimenter, puis savoir connaître ses finances. Puis je trouve Mhm. que ces affaires qu'on néglige, nos jeunes devraient savoir plus se tenir plus au courant de ces choses-là. Fait que ouais, moi, je vais dire que c'est ces podcasts-là, ouais. OK. Si tu pouvais dîner avec trois personnes vivantes ou décédées, ce serait qui puis pourquoi? Ah, j'en prendrais à mon père n'importe quel temps. Mon papa, Jacques Aubin aussi, je le prendrais à n'importe quel temps T'es un pour. junior, toi aussi? Ouais, ben Junior, c'est le surnom qu'il me donnait, mais c'est pas écrit dans mon nom, Junior. Tu sais, Ah, OK. c'est le petit surnom qu'il me donnait, mais je suis Fait Jacques que t'as le Aubin même comme mon prénom que ton père. papa, là, c'est ça. Exactement, OK. exactement. Il est décédé en quelle année, ton Il papa? est parti en décembre 2021. Oh, ça fait Puis, pas longtemps. OK. ouais, puis je le reprendrai n'importe quand pour aller prendre un bon café avec, puis jaser. J'aimerais ça rencontrer Elvis Presley. Elvis, ah oui, toi Oui, aussi? mais parce que j'ai toujours aimé cet homme-là. Puis je pense Oui. qu'au-delà du chanteur, du entertainer, il y avait un humain extraordinaire qu'on a étouffé dans un carcan de business. Puis j'aimerais tellement ça pouvoir jaser avec, puis qu'il nous dise tout ce qu'il aurait aimé réaliser, puis accomplir, qu'il n'a pas pu faire parce qu'il était dans un carcan, justement. Oui. Je pense que au-delà de ce qu'on a vu, qu'on a connu jusqu'en Oui. 1977, l'année de sa mort, Oui. Elvis Presley avait quelque chose d'autre à offrir à l'humanité. Oui. Un homme généreux, hein? Ouais.
Puis mon troisième, ben écoute, clairement, je prends encore une fois Tony Robbins. OK. Puis j'ajouterais à côté de lui le fils des deux frères Kennedy, c'est-à-dire le fils de Robert Kennedy. Je prendrais Robert Kennedy Jr. parce que il est en train de faire un ménage extraordinaire aux États-Unis dans tout ce qui s'appelle alimentation. OK. Puis il est en train de lancer une campagne extraordinaire sur Eat Real Food. Moi, je pense qu'il va avoir un impact bien au-delà de ce que le président Trump aura eu comme impact chez ses concitoyens. Il est le sénateur, pas le sénateur, mais le secrétaire d'État à la santé, Robert Kennedy Jr. C'est un Mhm. homme intelligent. Puis j'aimerais ça que les gens aillent voir les documentaires sur cet homme-là, puis qu'il aille écouter cet homme-là. Ce qu'il est en train de faire actuellement aux États-Unis, c'est un beau changement. Puis ça prend des couilles puis Mhm. des culottes pour faire ce qu'il fait. S'attaquer à l'industrie du sucre, puis à l'industrie alimentaire, la transformation, les aliments transformés, là, moi, je trouve qu'il est très culotté pour faire ça. Surtout après ce qui est arrivé à son père et son oncle. Ouais, bravo. T'as-tu déjà Ouais. assisté à un truc avec Tony Robbins? Non, mais ça fait partie de mes rêves, non seulement d'assister à un de ces trucs, mais Tony, c'est sûr qu'un jour, il va faire la dédicace d'un de mes livres. Oui, c'est bon, Oui, c'est bon de visualiser ça, c'est bon. oui. Si une citation préférée, as-tu une citation préférée dans ta tête? Oui. Ma citation préférée, je l'ai sur une petite plaquette, le bracelet est brisé, là. Mais je vais mettre mes lunettes pour te la lire. La vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce qu'on n'a pas eu le courage de tenter. Ah, c'est bon. Ouais. Ouais. Pourrais-tu redire de nouveau? J'aimais ça, ça va. Oui, je vais la redire de nouveau. Ouais. La vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce qu'on n'a pas eu le courage de tenter. Ouais. Tu vois, j'avais ça sur un petit bracelet, cette plaquette-là, mais je l'ai OK. brisée, fait que elle est sur mon bureau en permanence. Ouais. Vive le moment présent, hein? Ouais. Oui. Vivre Aujourd'hui. le moment présent, puis aller au-delà de nos peurs pour atteindre nos objectifs. Tu sais, le mot peur, c'est quatre lettres qui sont dans le Hmm. fond, euh, programmées dans notre cerveau. Hmm. Mais ça n'existe pas, la peur. C'est nous autres qui l'inventent. Le seul Hmm. moment où tu devrais avoir peur, c'est de tomber en bas d'un pont ou d'un building ou peu importe. Hmm. Tu sais, quand tu as cette adrénaline là, qui te fait peur, là, au-delà de ça, là, tout le reste, ça n'existe pas. Hmm. C'est des inventions de notre cerveau. Ouais. Ouais. Tellement d'affaires dans notre cerveau aujourd'hui avec tout ce qu'on apprend là, avec la neuroscience. Moi, j'aime ça, les capsules de neurosciences. Si aujourd'hui était la dernière journée de ta vie, as-tu des regrets? Je n'ai aucun regret. Mhm. Je ne peux pas avoir de regrets parce que je pourrais pas être qui je suis devenu si je n'étais peut-être pas passé par le chemin par où je suis passé. Mhm. Je suis l'homme que je suis parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Puis aujourd'hui, je pense que ça me donne les outils pour être un meilleur consultant, un meilleur guide, un meilleur communicateur pour aider les gens. Mon trajet de vie est devenu l'outil principal de Jean Aubin. Mhm. Décris le restant de ta vie en 5 mots. Le restant de ma vie en 5 mots. Ben, en 5 mots, être plus papa, être plus grand-papa, être plus amoureux, être plus auteur. Puis Vraiment. je peux pas demander d'être plus heureux et joyeux parce que je le suis tellement déjà. Fait que le cinquième, ça va être vivre longtemps et en santé. Ouais, bravo, Jean. Je sens ton énergie et ta vibe. Tu as vraiment l'air bien dans ta peau. Bravo. Ben, merci beaucoup. OK, on est rendu là. As-tu quelque chose à plugger? Vas-y, Jacques. Ben, écoute, demain, il y a du monde qui sont peut-être live, là. Demain soir, je suis à Drummondville en conférence. Je fais le lancement de mon livre là-bas parce que j'avais décidé, moi, de faire des lancements dans 3 villes. Les Laurentides, le centre du Québec, Drummondville et Québec. Demain, c'est Drummondville. J'ai commandé un bon petit buffet. Les gens peuvent venir de 5 à 7 pour le lancement du livre. Puis après ça, j'ai une conférence que j'offre aux gens. Fait que, ils peuvent s'inscrire sur mon site web pour le faire. Puis
ceci. Pour une fois, va jusqu'au bout. Procurez-vous-le. Je veux en vendre 3,5 millions, contrairement à tous les gens du Québec qui passent le temps à dire que best-seller, c'est 3 000. Je suis déjà best-seller. Parce qu'on est rendu à près de 5 000 livres vendus, sinon plus même. Et ce que je peux dire, par contre, c'est que je pense que ça peut changer des vies, ça peut aider des gens. Puis, je vais en vendre 3,5 millions. Au lieu de faire comme tout le monde, moi, je vais faire tout différemment. Fait que c'est clair que c'est ça que je veux. Puis j'en ai deux autres qui s'en viennent des livres. Fait que ça, c'est sûr, Marcel, qu'on va se rencontrer pour jaser dessus. Bravo. J'ai Le écouté. livre est disponible Amazon, les librairies, ou sur mon site web directement. Bravo. C'est jacqueaubin.com, hein? Oui, jeancaubin.com. Ouais. Mais j'aime ça parce que je t'ai vu à un moment donné, je t'ai écouté, tu as dit c'est mieux viser là. Ben, tu vises pas là, là. Tu vises là, puis si tu arrives là, ben, c'est merveilleux. Hein? Exactement. Tu sais, il y avait des chansons qui disaient si tu vises la Lune, le pire, c'est que tu vas tomber dans les étoiles en arrière, tu sais, si tu manques ton coup. Fait que, gars, pourquoi pas? Hein? Oui, tout à fait. Ouais. Tu sais, encore une fois, une croyance limitante. Tu sais, j'ai rencontré plein d'auteurs qui m'ont dit, ah, tu sais, tu devrais pas en faire imprimer autant des livres, tu sais. Puis, tu sais, la francophonie, c'est pas juste le Québec, tu sais, c'est l'Afrique, c'est la Belgique, c'est la Suisse, c'est la France, c'est le Québec. Tout à fait. Mais c'est aussi le Nouveau-Brunswick, c'est aussi en Ontario, c'est Ouais. aussi à Fort McMurray à Calgary, tu sais, au nord de Calgary. Il y en a des francophones, il y en a partout. Puis au-delà de ça, je l'ai même fait imprimer en anglais, mon livre. Je l'ai traduit en anglais, je l'ai fait imprimer en anglais. Fait que Ouais. 3,5 millions, là, entre 380 millions d'Américains, puis il y a un paquet de Français à travers le monde. D'après moi, je devrais être bon pour le pogner. Bravo. Et puis en plus, tu as le privilège, Jacques, d'être sur le balado numéro 1 dans toute la francophonie. Wouhou! Ben non, ben non. OK, alors si vous retenez une seule chose de cette conversation, c'est que la plus grande transformation de votre vie ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Merci d'avoir été là. On se retrouve au prochain épisode. Tu connais-tu.com. Prenez soin de vous et des autres. Jacques, je te laisse les mots de la fin. C'est toi qui termine ça. Hey, tout le monde qui nous écoute, là, premièrement, merci de visualiser ce podcast. Puis deuxième chose, apprenez à vous aimer. La vie est trop courte, s'il vous plaît. Aimez-vous, puis prenez soin de vous. Au revoir. Hey, merci Jacques d'avoir été là. C'est super génial. Merci. Puis on va sûrement se croiser à quelque part là, dans le cercle des gagnants. Absolument. OK, prends soin de toi, mon ami. Bye. Toi aussi, bye bye. Bye.